Bonjour à tous, l'heure des pros, tous les jours entre 9h et 10h. Voici le sommaire aujourd'hui. Les féministes ont-elles eu la peau de Roman Polanski avec les médias ou au contraire, le renoncement de Roman Polanski à présider la cérémonie des Césars illustre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'être accusé de viol sur une adolescente de 13 ans n'est pas chose anodine. Lynchage médiatique pour les uns, droit à l'oubli pour les autres. L'affaire Polanski a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours qui n'aiment rien tant qu'attiser la haine, hystériser la colère ou déchaîner les passions. Passions tristes sans doute, comme dirait Spinoza, pas encore inscrit sur Twitter à cette heure. Les prisons françaises sont un scandale, surpeuplées, inhumaines, dégradantes, une cocotte minute prête à exploser. Quelle solution? Quelle politique pénale pour le prochain quinquennat? Prison de France, état des lieux inquiétant depuis tant d'années. Pourquoi rien ne change-t-il? Nous en parlerons notamment avec Sophie Obadia. Bonjour, vous êtes avocate, maître à la cour, pénaliste. Oui. Et vous allez très souvent dans les prisons. À côté de vous, fondateur d'Ensemble contre la récidive, Pierre Botton. Bonjour, qui connaît très très bien ce sujet. Comme utilisateur. Et oui, et aussi comme visiteur régulier. Oui. Philippe Bilger, magistrat honoraire. Bonjour. Bonjour. Et présente également avec nous Raphaël Rémy Leleu. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Oser le féminisme. Et vous exprimerez forcément sur l'affaire Polanski. Et puis notre ami, c'est un grand jour pour vous, Olivier Benkemoun, c'est le jour des Césars. De l'annonce des Césars. Sans président d'honneur. Il n'y en aura pas. Il y en aura probablement. Il ne sera pas remplacé, Roman Polanski. Comment remplacer Roman Polanski? Bon. Et au téléphone avec nous, Daniel Thompson, que l'on salue. Bonjour Daniel Thompson. Bonjour. On vous connaît évidemment depuis tant d'années, scénariste, réalisatrice. Dernier film, Cézanne. Je ne sais pas d'ailleurs si Cézanne est nommé au César. On le saura tout à l'heure. Cézanne et moi. Je ne sais pas non plus. Cézanne et moi, sorti en 2016. Daniel Thompson, vous êtes exprimé ces dernières heures contre le renoncement de Roman Polanski à la tête de la cérémonie. Pourquoi ? Bon, vous savez, c'est évidemment un sujet très, très chaud. Il est chaud depuis 43 ans. J'ai du mal à comprendre, évidemment, cette meute en ce moment, parce que d'abord, Roman Polanski est un homme qui a été accepté à l'Académie française, personne n'a rien dit. Il a été président du jury à Cannes, il a été président de beaucoup de jurys et il a reçu beaucoup de prix. Donc l'Académie n'a pas imaginé une seconde que cette fois-ci ça allait déchaîner les populations. Alors ce qui me bien sûr me peine beaucoup dans toute cette histoire, c'est que je lis 3-4 lignes par-ci par-là et c'est très facile, vous savez, d'écrire comme ce matin par exemple dans le Parisien, accusé de viol d'une mineure, il a fui sans être vu des États-Unis. Alors voilà, l'histoire se résume à ça. Donc c'est un violeur et un fuyard. Bon, c'est passé des faits qui peuvent être qualifiés de crimes, et ça je ne le dis pas. Et je suis moi-même féministe et vous pensez bien que je suis très alertée sur ces questions. Mais les choses se sont passées sur deux niveaux en ce qui concerne maintenant le déchaînement médiatique. Il y a évidemment cette histoire qui est impardonnable, mais on peut aussi pardonner parfois des choses impardonnables. Et puis, il y a les démêlés de Roman Polanski avec la justice américaine. Et c'est là où je trouve que tout le monde confond tout. Je pense qu'il faut une grande connaissance du système judiciaire américain pour comprendre ce qui s'est passé vraiment. Roman Polanski a fait de la prison aux États-Unis. Il y a des règles là-bas qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, où on fait un accord avec la justice par rapport à effectivement un travail à effectuer, du temps de prison à faire. Il a fait un temps de prison, puis il s'apprêtait à participer bien sûr à ce tribunal qui l'attendait. Quand il a su qu'en fait les arrangements qui avaient été faits entre ses avocats et les juges, eh bien il allait être trahi par un juge qui voulait sa peau parce qu'il était célèbre. Je lis aussi beaucoup qu'il est riche et puissant, ce qui est absolument faux. Il n'est ni riche ni puissant. C'est un homme qui travaille encore aujourd'hui à 83 ans pour gagner sa vie et avec beaucoup de talent, mais tout ça est mélangé parce que je crois qu'il paye aussi sa célébrité et que s'il n'était pas Roman Polanski, il y a bien longtemps qu'on aurait fichu la paix. Mais en fait, il a donc appris
par un hasard qu'on peut appeler miraculeux, que ce juge allait le trahir. Toute cette histoire est maintenant racontée, re-racontée. Et du coup, il a fait sa valise, il est parti pour la France et il a pensé, et depuis toujours, il a des avocats qui essayent d'arranger de nouveau quelque chose avec la justice américaine. Ça n'a jamais arrêté et ça continuera toujours et il le sait. Alors merci, Daniel. Je lis aussi que la victime, excusez-moi, je veux juste rajouter ça, qu'on pense à la souffrance de la victime. La victime elle-même a dit et répété, elle a même écrit un livre. C'est une dame qui a maintenant au-delà de la cinquantaine et qui était grand-mère et une femme très très bien. Et elle a dit elle-même que ce qui lui a fait le plus de mal, c'est le retentissement médiatique et la presse, et pas du tout ce que lui avait fait Roman Polanski. Merci. Il faut même qu'on raconte tout ça. Merci Daniel Thompson. J'ai pas voulu vous couper pour plein de raisons. D'abord parce que c'est toujours délicat d'interrompre lorsqu'on est au téléphone, mais vous avez pu exposer votre point de vue et les arguments que vous avez donnés sur lesquels on peut à présent débattre. Merci et bonne chance en tout cas pour les Césars dans quelques minutes. Je vous en prie. Cézanne et moi, et nous suivons toujours avec beaucoup d'intérêt le cinéma de Daniel Thompson. Absolument. N'est-il pas vous avez envie de réagir peut-être immédiatement aux propos, puisque je rappelle que vous êtes la porte-parole de Oser le féminisme. Tant qu'à faire, bon... Sur le lynchage médiatique d'abord, est-ce que vous trouvez que les féministes que vous incarnez ont eu la peau de Roman Polanski, si vous me pardonnez cette expression? C'est très compliqué justement ces expressions, parce qu'à la fois on nous dit tout le temps c'est facile de faire ce qu'on fait, sauf que ce matin voilà, on dit qu'on a eu la peau de Roman Polanski, il a l'air bien portant, on a la peau de personne, on n'est pas non plus une meute, je ne suis pas une chef de meute, en tout cas je ne le souhaite pas, et c'est simplement on a voulu porter une parole qui a été rejointe par beaucoup d'autres, femmes comme hommes. Sur Twitter, avec les réseaux sociaux, qui n'existaient pas en 91 lorsqu'il préside le Festival de Cannes et lorsqu'il est nommé, par exemple, à l'Académie française. Et je vous avoue que moi non plus, je n'existais pas en 91, donc j'aurais pas pu le faire. Je suis d'accord avec vous, mais vous voyez le côté lynchage médiatique, parfois des réseaux sociaux, qui a pesé dans ce débat. Mais en fait, l'aspect lynchage médiatique, j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Qu'est-ce qui dérange que des femmes expliquent, et des hommes d'ailleurs, des féministes, qu'elle et il ne trouvent pas ça normal. Ce qui change, c'est par contre d'avoir un moment d'expression, un espace d'expression plus large que les médias traditionnels, même si on est invité là aujourd'hui, donc ça prouve bien qu'il y a des choses qui évoluent. Mais oui, avec beaucoup de violence parfois et beaucoup de haine aussi. Mais de toute façon, la haine et la violence, on passe notre temps à les combattre. Oui, mais les réseaux sociaux particulièrement, vous en conviendrez. Tout à fait, mais c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Qui sont plus violents que la parole qu'on a là autour de notre table. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Après, chaque passage télé, quand on est féministe, on a des menaces de viol sur les réseaux sociaux. Donc je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de violence là-dessus. C'est pas ce que nous, on encourage. Par contre, il est, à mon avis, faux de dire que c'est un lynchage médiatique qu'a subi Roman Polanski, simplement une mobilisation féministe qui était contre le fait que cet homme soit encore en représentation et mis sous les feux des projecteurs. Ensuite, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est cet aspect culpabilisation des féministes et des femmes qui revient souvent, et empathie avec cet homme qui... Même si sa victime, par exemple, lui a pardonné, a écrit un livre, Samantha Geimer... Et la question du mouvement féministe, c'est pas celle du pardon, c'est celle d'une part de la justice et d'autre part de la représentation et de ce qu'on appelle aussi l'acceptation sociale, la tolérance sociale du viol. Même si également c'est fait en 40 ans et que lui a toujours contesté les faits, je le répète, il est accusé de viol mais lui a contesté les faits. Il a reconnu le détournement de mineurs. Il a reconnu exactement la relation avec une mineure, mais je rappelle quand même que les faits c'est viol, drogue, sodomie. Pardonnez-moi de le dire comme ça, les faits, ce qu'on lui reproche, c'est extrêmement grave. De toute manière, mais il les a contestés. Qu'à 13 ans, il n'y a pas de consentement, donc en reconnaissant ça, c'est déjà une partie de la reconnaissance du viol. Et il a fui effectivement, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de procès. De toute façon, même dans les réponses qu'il y a eu et dans la défense autour de Roman Polanski, ce qui était très dérangeant, c'était de dire, certes, il a violé, et là, je ne parle pas du point de vue judiciaire, mais vraiment du débat et de l'argumentation. On a quand même eu des personnes qui ont dit, certes, il a violé, mais c'était il y a longtemps. Certes, il a violé, mais il a du talent. Ça veut dire quoi? Que quand on commet un viol, mais qu'on n'est pas doué, qu'on n'est pas bon réalisateur, bon pâtissier, bon je ne sais quoi, c'est moins grave. Et à l'inverse, vous acceptez que Roman Polanski continue à faire des films, vous acceptez qu'il continue à monter des pièces, vous acceptez qu'il apparaisse publiquement ou pas, ou cet homme-là doit être sous une cloche totalement? Parce que c'est ça que je ne comprends pas dans votre... Moi, il y a vraiment un point que je trouve intéressant, c'est la question du droit à l'oubli, de la réinsertion après la peine, etc. Mais en justice française comme ailleurs, c'est
après la condamnation et après la peine. Moi, ce qui me dérange, c'est que Polanski soit encore érigé comme un modèle, soit... Il y a eu un deal quand même, il y a eu un deal Non, il y a eu un deal au civil. Oui. Au pénal, il s'est enfui. Et c'est Non, mais ça c'est qui vrai est que problématique. le Moi, quand on parle procès de la n'a jamais eu lieu. réinsertion des agresseurs après, C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller aux États-Unis. je pense que ça peut aller aux États-Unis, mais les États-Unis ne peut pas être un modèle les États-Unis, public. Mais on pourrait mais avoir les le États-Unis débat. reconnaissent également son talent. Il a eu des Oscars. Oui, mais c'est pas long, il travaille avec Mais ça ne des change Américains. rien. Mais c'est quand même deux choses. Donc il faut les dissocier. Et là, il n'est pas là pour ce qu'il représente. Vous imaginez si moi, je pète un plomb aujourd'hui, je baffe l'un d'entre vous, et ensuite je fais un communiqué de presse pour dire, par contre, je fais de très bons cookies à la pistache. Mais ça, On s'en fout. Mais par non, contre, on s'en fout pas. ça restera, moi, en tant que personne, on peut pas dire, et ça, c'est des trucs qu'on a entendus sur Beaupin aussi, de dire, c'est un agresseur dans la vie privée. Denis Beaupin, je précise. Donc il a agressé dans la vie privée, ce qui par ailleurs était faux, il a agressé dans le cadre Non mais restons sur de son Polanski. engagement politique. Mais c'est Parce important, que ça a 40 ans, c'est pas les mêmes affaires. Oui, Non, c'est quoi, puis, sinon ça a 40 ans qu'il y a eu Denis Beaupin n'a pas aussi, été jugé, Il y a ce point-là qui est faux, c'est de dire qu'on peut être un agresseur dans la vie privée, mais pas être un agresseur Mais dans la je vie suis publique d'accord et avec être un cet symbole argument. par ailleurs. Bon, ce qu'on souligne aussi, c'est que la société a changé. Il a présidé CAD en 91 et il n'y avait pas ce type de mouvement. Il est entré à l'Académie française. Je pense qu'aujourd'hui, il ne pourrait même pas entrer à l'Académie française parce que les choses changent et les lobbies se mettent en place, les réseaux sociaux sont là. Et c'était ma première question sur les féministes. Votre avis, Philippe Bilger, votre avis de juriste? Juriste, plutôt de citoyen. Moi, je trouve d'ailleurs qu'en général, les choix politiques et artistiques ne tiennent pas assez compte des considérations morales. Premier point. Je pense à d'autres personnalités qu'Roman Polanski. D'autre part, alors que au fond, ce qui me choque un petit peu dans la réaction des féministes aujourd'hui à l'encontre de Polanski, c'est que d'abord, je considère que dans l'éventail des transgresseurs, eh bien, il n'est pas le plus important, le plus impliqué. La procédure américaine est spéciale, lui a permis d'indemniser la victime qui lui a pardonné, évidemment, contre rétribution. Je pense qu'à un certain moment, l'exigence de justice, lorsqu'elle dure, contre des évidences tout de même, devient presque de la haine. Et c'est cela qui me gêne, parce que Dieu sait que je n'étais pas favorable au tintamarre qu'il avait suscité lorsqu'il avait été assigné à résidence en Suisse, avec des réactions mondaines et culturelles grotesques. Mais aujourd'hui, je trouve que lui avoir refusé, d'une certaine manière, la présidence des Césars est quelque chose qui dépasse ce que la justice exigerait. C'est-à-dire qu'on est plus royaliste que le roi. Voilà, et si je peux terminer là-dessus, je pense qu'il y a en effet un lynchage à l'égard de Polanski parce que dans l'immense virtualité des transgresseurs, objectivement, il y en aurait d'autres. J'aurais préféré, par exemple, une émotion plus considérable sur Battisti. Alors on l'a sur Polanski qui a fait quelque chose de très grave, mais tout de même, il y a un moment où il faut arrêter. Bon, Olivier Benkemoun, Oui. c'est un très grand réalisateur, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir avec nous, de saluer l'immense talent de Roman Polanski. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir, mais il était président des Césars parce que c'était pour récompenser son œuvre, qui est immense. Évidemment, mais encore une fois, il a eu un Oscar de meilleur réalisateur. La pianiste. Oui, et puis le pianiste. Le pianiste. Et puis il a eu, je crois, 7 Césars, donc il compte. Et aujourd'hui, actuellement, il est en train de tourner à Fontainebleau. Là, en ce moment, il est en tournage. Tout le cinéma français a envie de tourner avec lui. Du coup, c'était d'ailleurs un silence assez gêné du Mais il y a cinéma français. également, disons-le, parce que ici on peut tout dire, il y a une forme de corporatisme de la profession derrière Roman Polanski. On a le droit également de le dire parce que c'est une réalité. Mais la corporation l'a défendu, ce que je disais tout à défend le l'heure. réalisateur, défend l'artiste, c'est normal. Bien sûr. Voilà, on ne revient pas toujours dans le passé de Roman Polanski. À chaque fois qu'on parle de Roman Polanski, on ne parle pas non plus de Sharon Tate et de l'assassinat de sa femme alors qu'elle portait un enfant. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas toujours en considération lorsqu'on a un artiste, lorsqu'on a quelqu'un comme Roman Polanski qui continue à faire des films. La manière de sanctionner Roman Polanski, c'est ne pas aller voir ses films, c'est pas aller voir ses pièces. Si vous avez envie de le sanctionner, on ne le sanctionne pas de cette manière-là. Donc vous auriez préféré qu'il soit président des Césars pour donner votre avis. Absolument. Non, mais c'est bien que vous donniez votre avis. On ne sanctionne pas quelqu'un pour viol en n'allant pas voir son travail. Il faut qu'il y ait une réponse juridique. Et c'est pas de la haine. Mais c'est de l'obstination. Non, moi ce qui m'embête profondément, c'est que il y a quelque chose qui relève aussi de la figure morale, de la figure d'autorité, de la figure
de pouvoir au sens très large, parce que cet homme va avoir un éclairage médiatique, il va avoir la parole. On parlait de Cannes, quand même, quand il Mais il était a la président parole du tout le jury à temps. Cannes. Mais il a la Mais parole il a tout le par temps. exemple déclaré l'égalité, ça nuit au romantisme. Là, je suis désolée, mais L'égalité, ça nuit au romantisme. Quand on a une il a le droit de plainte, dire ça en même temps. quand on a une plainte pour viol à laquelle on n'a jamais répondu, oui, c'est quand mais même légèrement non, indécent. Enfin, Bon, on salue notre ami On peut Ben Kemoun. Mais oui, évidemment que vous allez répondre, mais il part pour les Césars. Eh oui. C'est son Parce jour qu'il de aurait gloire. voulu lui dire Figurez-vous quelque qu'aujourd'hui, Dites-moi, mais c'est les non, nominations. je trouve Vous que- n'êtes pas nommé, vous, cette Pardon, année au Non, César. malheureusement. mais- Je trouve que le milieu artistique se Oui. défend très mal dans l'affaire Polanski. Parce que personne ne peut comprendre l'argument qui consiste à dire c'est un grand artiste. Mais ils le disent Par pas comme ça. conséquent, il Si. faut oublier Bah si. ça. Ils le disent pas C'est comme la ça. grosse erreur. Il le disait. Je veux dire, on a le droit de se poser des problèmes éthiques au sujet Oui. de Polanski, et le fait qu'il ait fait quelques très grands films n'est pas un argument. Mais ils le disent pas comme ça non plus. Ils le disent, ils le J'ai mettent fait en une parallèle. synthèse rapide. Mais ils le disent pas comme ça. Bon, Vous lui interdisez le droit de faire du cinéma, en gros. Non, Mais pas si. du tout. Et J'interdis que le cinéma soit une excuse s'il est coupable. et notre ami Ben Kemoun, qui vit dans le cinéma, est victime du syndrome de Stockholm, et il a raison d'ailleurs, il épouse. Mais moi, je trouve que c'est très délicat. Franchement, j'arrive pas, pour tout vous dire, j'arrive pas à avoir un avis tranché sur là-dessus. Je trouve que l'Académie a sans doute eu tort de le mettre en avant, Roman Polanski, Mais pas à parce ce moment-là, c'est un qu'elle très l'a bon mis moment. dans la lumière et c'était pas malin parce qu'elle a ravivé une polémique qui n'existait plus. C'est un très Voilà ce mauvais que je- moment pour tout Voilà. vous dire. Au moment où Mais- on va sans doute donner une récompense à Isabelle Huppert, qui joue Oui. dans Elle le rôle d'une femme violée, au moment où on manifeste contre les déclarations de Donald Trump, c'est évidemment Bon. le pire des moments. Voilà, mais Merci. De bons Vous y César allez, quand même. courez, J'y c'est à vais. quelle heure les Césars? c'est à 10h. Vous nous direz demain quand même, hein, si on est nommé ou pas, c'est pour les meilleurs acteurs ou pas. Bon, on parle des... vous avez pas réagi Oui, non, mais moi sur je ce pense. sujet Je Vous êtes pense, avocate. Oui, moi je pense Pénaliste. que. Je rejoins Philippe Bilger. Je pense qu'on en a trop fait, que le temps a passé, qu'il maintenant il est temps de se calmer. Et je pense qu'en plus, pour vous répondre, il a été relégué d'une certaine manière. En fuyant pendant 40 ans, la peine, il se l'est auto-administrée, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il est. Mais si, c'est une vie infernale quand même que de ne pas pouvoir aller aux États-Unis quand on est un réalisateur de son niveau. J'ai pas dit de son talent, j'ai Quoi, dit il de aurait son pu niveau. rester en prison Bon. plus longtemps. Hein. En même temps, On n'en je sait pourrais rien, pas dire, on n'en sait rien. s'il Mais avait enfin, il été- n'a pas eu une vie facile. Non. Honnêtement, sur le plan judiciaire, d'une certaine manière, il a été rattrapé. Il a été rattrapé. Deuxième sujet aujourd'hui. Juste là-dessus, deux petites choses. Je ne comprends pas pourquoi c'est une femme qui vient défendre ce sujet de viol. Pourquoi ce ne serait pas un homme? Je trouve ça assez... Alors on va poser la question à Raphaël. Ce que je veux dire, c'est qu'on dit Rémy-Leleu. les féministes ont fait des choses sur... Nous, on a une association, par exemple, Oui. on ne s'occupe pas de ce qu'on appelle en détention les pointeurs. Voilà, les gens qui sont des délinquants Des sexuels, nous nous en occupons pas. Et je pense que c'est un sujet qui ne concerne pas que les femmes, qui concerne également les hommes. Ah, mais- Donc à chaque fois, on sort une femme, et de temps en temps, il faudrait sortir un homme Alors, si pour ça vous défendre ça. rassure, J'ai osé le je ne féminisme. suis sortie par personne, mais en l'occurrence, la mobilisation féministe, elle s'organise notamment autour d'Oser le féminisme, qui est l'une des plus grandes associations françaises. Et Il y a que des advient femmes, d'ailleurs, ou il y a des que garçons? J'en suis la porte-parole. Il y a des femmes, non, il y a des hommes aussi, c'est une Et il y a association combien mixte. Alors il y a combien le pourcentage, c'est quoi? Alors ça, c'est une question, honnêtement, j'ai du C'est une question mal sexiste. à la répondre. Non, simplement parce bon, que ça va. quand on propose aux gens d'adhérer, on leur demande pas s'ils sont une femme ou un homme, mais on estime environ un quart des adhérents. Un quart des adhérents sont des hommes. Oui, enfin, Et donc trois quarts des Et adhérents juste sont la deuxième chose Oui. par rapport à Roman Polanski, je pense qu'il aurait mieux fait d'affronter la justice. Il faut tout le temps affronter la justice. Je pense que sans doute la justice aurait pris en compte le problème. Je pense qu'il doit bien regretter, vous avez bien raison. C'est évident. Je C'est suis sûr évident. qu'aujourd'hui, ça C'est sera à une refaire, il serait- c'est une telle erreur, ou même parce qu'il y avait Vous eu avez 100% raison. le décès horrible de sa femme, ou même partir un an, mais revenir se faire juger, et tout ce qu'il peut dire, tout ce qui est peut dire en sa faveur, y compris son talent qui est immense, tout cela aurait été pris en compte par un tribunal, et peut-être qu'aujourd'hui, il serait lavé et il serait à la tête des Césars. Bon, on parle des prisons avec vous, justement, Pierre Botton, qui est fondateur de Ensemble contre la récidive. Alors, quand on parle des prisons, évidemment, on dit tous la même chose. Elles sont surpeuplées. Vous dites non?
Non, mais J'ai pas même pas commencé ma phrase. J'ai entendu, Donc vous dites Pascal, non déjà. la manière dont vous avez présenté le sujet, Oui. une série d'adjectifs apocalyptiques. Alors je vais les reprendre, tiens. J'ai dit quoi? Surpeuplé, c'est pas vrai? Oui, mais je nuancerai après. Ah bah oui, mais attendez, il y a 200% à Fresnes. Et les autres. Bon, après j'ai dit surpeuplé, inhumaine. Voilà, faux. C'est bon, d'accord. Et j'ai dit dégradante. Il faut voir, je veux dire, on aura un débat. Oui. Bon, et j'ai dit une Dire cocotte qu'elle- minute prête à exploser. Vous avez Non. vu, je suis comme à l'école, hein, j'ai le professeur et je reprends tous mes mots. Bon, il y a eu un rapport d'Adeline Hazan en décembre dernier, Pierre Botton, notamment sur Fresnes. 200% de surpeuplement, on dit comme ça, ou de surpopulation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de personnes qu'il n'en faudrait. Il y a des cas de lèpre, ce qui est un truc de fou. La lèpre, je ne savais même pas que ça existait encore, que ça puisse exister. Bon, des conditions sanitaires abominables. Est-ce que c'est vrai aussi en Allemagne, en Italie, en Angleterre, ou est-ce qu'il y a une spécificité française? Pierre Botton. Juste, je veux reprendre sans doute ce que vous voulez dire, M. Bligère. C'est quand vous dites tout le monde dit ça. Non, il a raison. Tout le monde ne le dit pas. La plupart des gens ne s'intéressent pas aux prisons. 80% des Français considèrent que si vous êtes en prison, c'est parce que vous l'avez mérité et que ce qui se passe en prison, quoi qu'il arrive, est normal puisqu'il y a des gens aujourd'hui dans notre pays, des SDF par exemple, qui sont ni logés, ni nourris actuellement dans les rues. Et pourquoi quelqu'un qui a eu une condamnation, pourquoi est-il en prison? Donc je veux dire ce que dit M. Bligers, il a raison. Près de 80% facile des Français aujourd'hui considèrent que ce qui se passe dans les prisons ne les concerne pas et que c'est le dernier sujet. D'où la difficulté de faire cette cause-là, car tout change, et je pense que là aussi M. Bligers peut le dire, tout change si vous êtes concerné. C'est-à-dire que, évidemment, on pense tous que la prison n'arrive qu'aux autres. C'est faux. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle d'un haut magistrat, si vous ne payez pas votre pension alimentaire, vous pouvez aller en prison. Si vous avez un défaut de permis de conduire ou un problème de délit routier, vous pouvez aller en prison. Si vous consommez du cannabis, je dis bien consommer, pas dealer du cannabis, vous pouvez aller en prison. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ces 3 délits que je viens de nommer... Mais si une peine est supérieure à 2 ans de prison, parce qu'en dessous de 2 ans, on ne va jamais en prison, nous sommes d'accord. C'est totalement faux. Là encore, Là, c'est faux. Oui, ça, c'est faux. Bon, d'accord. Alors, il y a Tout un dépend du avocat qui mode, le fait du pas. mode, du mode de Mais on jugement. peut être en préventive. On peut Alors. tous être en préventive. Bon, mais je voulais que vous me disiez simplement ma question. C'est une spécificité française ou c'est partout les prisons Non, allemandes c'est une spécificité française liée au regard du public sur les prisons. En Allemagne, les prisons sont, ou en Italie, elles sont... Dans tous les pays nordiques, Ils en ont fermé une en Suède. Ils les ont fermés en Suède. Il n'y a plus de prison en Suède depuis cette année. Bon, vous Et- allez combien de fois en prison par semaine? 3 fois par semaine. Donc vous les Une connaissez bonne toutes. semaine. Oui, je les connais très bien Bon, toutes. Je Fresnes, vois, par je vois les exemple. modifications. Bon, Alors Fresnes, vous êtes allé à Fresnes. Alors Fresnes, je connais très Bon, bien alors, Fresnes. racontez-nous Effectivement, le rapport d'Adeline Hazan, qui est une femme sérieuse. On peut dire qu'elle... Moi, je considère qu'elle est une femme sérieuse, puisqu'elle a eu l'honnêteté de dire qu'en 2012, les choses étaient correctes et qu'elle les a vues se dégrader entre 2012 et 2016 et qu'elle a appelé l'attention du ministre de la Justice sur les conditions de vie à Fresnes. Conditions de vie qui ne sont pas, qui ne ressortissent pas de la responsabilité nécessairement de la pénitentiaire. Le comportement des usagers est également en cause. Attention, il faut être très clair. Ce sont des lieux de vie, Pascal Praud, les prisons. C'est des lieux où les gens parlent, marchent, déjeunent, mangent, dorment, vont voir des médecins, etc., circulent. Donc, la façon dont les choses se passent est aussi, du point de vue de la responsabilité aussi des usagers. Je dis ça parce qu'à Fresnes, notamment, pourquoi est-ce qu'il y a des cas de lèpre? C'est parce que c'est dans un état de saleté, mais épouvantable. Mais Épouvantable. pourquoi c'est dans un état de Pourquoi Alors, saleté? parce C'est que- pas lavé? Si, c'est lavé, mais insuffisamment. La taille des poubelles ne correspond pas. On jette les choses par les barreaux pour pouvoir évacuer tout ce qu'on consomme. Il y a aussi un problème de comportement et de réglementation à l'intérieur, parce que les gens qui travaillent dans la pénitentiaire ne sont pas nécessairement formés pour ce genre de tâches. Moi, quand je vais à Fresnes, je vois les détenus cirer le sol. Ça, c'est toute l'image que les avocats en ont. Ils cirent le sol chaque jour et ils nettoient. Mais il y a une odeur pestilentielle. Maintenant, je comprends mieux. Effectivement, il y a des cas de lèpre, il y a des punaises dans les lits. Enfin, c'est effroyable. On sait aussi que la taille de la cellule n'est absolument pas adaptée au nombre de personnes qui y cohabitent, puisque c'est 10 mètres carrés en moyenne,
4 mètres carrés qui sont, on va dire, occupés par une armoire et des toilettes avec une vague, comment dire, un petit muret pour séparer. Et là, on peut faire coucher 2 à 3 personnes dans 6 mètres carrés. Il n'y a pas de cellule individuelle à Fresnes. Alors, l'encellulement individuel, c'est un doux rêve que tout le monde poursuit, que tous les ministres de la Justice successifs poursuivent. Et là, on a encore fait un moratoire complémentaire pour dire que ce sera le 31 décembre 2019 que peut-être on pourra espérer. Et comment on va y arriver, c'est un peu la question, à mon sens, la plus importante, puisque la surpopulation, sauf Philippe Bilger qui pense peut-être qu'elle n'existe pas, est-ce qu'on va construire davantage de prisons ou est-ce qu'on va construire des prisons différentes, ou est-ce qu'on va évacuer des courtes peines, parce que vous disiez que les courtes peines, on ne les purge pas, ce n'est pas vrai. Quand on est jugé en comparution immédiate, on va en prison immédiatement, donc des courtes peines, 3, 4, 6 mois sont immédiatement exécutées. Comment on va faire pour désengorger les prisons et faire qu'elles ressemblent à un lieu de vie normal? Ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que le constat, vous le dressez, et pourquoi Philippe Bilger, vous contestez ce constat? Lequel? Non, mais situation de lèpre, l'odeur pestilentielle, abominable. Moi, j'ai dit dégradant, vous m'avez repris tout à l'heure. Parce que j'admets tout à fait cette réalité ponctuellement, c'est évident. D'autre part, je remercie Pierre Botton pour son honnêteté parce qu'il a pointé, si j'ose dire, ce qui est en effet très grave dans le lien qu'on entretient avec les prisons. Oui. Moi, à la fois, je me sens concerné en tant qu'ancien magistrat et en tant que citoyen aujourd'hui par l'état des prisons, mais en même temps, je suis inspiré par une philosophie qui ne va pas gémir en permanence sur l'état des prisons. Mais là, c'est pas gémir, Philippe Bilger. Je veux dire, quand on parle de lèpre, il ne s'agit pas de gémir. Mais si, de gémir par rapport au rôle capital qu'ont les prisons au regard de l'évolution de la délinquance et de la criminalité. Et lorsqu'on parle de surpopulation, actuellement, elle existe, je ne la discute pas, mais la plupart du temps, on appréhende la surpopulation par rapport, le terme est atroce, par pénitentiaire existant. Moi, je considère qu'il est inférieur aux besoins. Autrement dit, la surpopulation n'est pas une tragédie en elle-même, elle est en réalité quelque chose qui est scandaleux par rapport à ce qu'exigerait la délinquance et la criminalité. C'est pas très clair ce que vous dites. Mais c'est tout à fait clair. Je veux dire, vous avez en gros aujourd'hui 58 000, 60 000 places. Eh bien, il en faudrait 90 000, 100 000. Ah, ça c'est plus clair. Mais non, mais ça c'est plus Pascal, clair. vous n'avez pas voulu comprendre. C'est possible, moi je comprends pas tout. Vous êtes comme Adeline Hazan, vous êtes inspiré peut-être par une idéologie anti-prison. Mais je suis inspiré par rien du tout. J'écoute le témoignage de Sophie qui dit qu'il y a de la lèpre. Mais donc je me dis que les gens sont 3 ou 4 par cellule de 10. Donc pour les réinsérer, ça va être difficile. Il y a de la lèpre, il y a des rats, il y en a partout. Il y en a partout. Il n'y en a pas chez vous. J'ai vu récemment le garde des Sceaux, qui est un homme formidable. Après, il ne se contente pas de parler des prisons comme Taubira, il cherche à se battre. Tout à fait. Eh bien, il essaye de faire ce qu'il peut, notamment sur le problème qui me paraît urgent, c'est 2000 ou 2500 Philippe Bilger. Je ne comprends pas comment. Philippe Bilger. Ce qui est intéressant, c'est de passer à la réinsertion, parce qu'une fois qu'on a dressé ce constat qui est alarmant, je ne suis pas sûr que ce soit les meilleures conditions pour se réinsérer. La réinsertion, c'est pas l'essentiel. Quel est le but de la prison? C'est pas l'essentiel. Pour vous, magistrat, quel est le but de la prison? C'est de faire que... Alors, maintenant, je suis très éloigné de tout ça, hein, Pierre Botton. C'est de faire que pendant un certain temps, des délinquants extrêmement dangereux et bien sûr des criminels soient écartés du circuit social et exécutent souvent intégralement les peines, et je regrette que ce ne soit pas le cas. Alors ça n'est pas exclusif de la réinsertion qui préoccupe justement Pascal Praud à leur sortie, mais c'est d'abord ça. D'accord. Mais on est tous d'accord de mettre en dehors les détenus dont vous venez de parler, les condamnés dont vous venez de parler, très dangereux, représentent combien de détenus actuellement en France? Alors, je ne saurais pas vous le dire. En tout cas, j'ai dans la tête un certain nombre de criminels dont il est, s'ils sont toujours là, il est fondamental qu'ils demeurent. Et je pense que, en dehors des petites infractions
à l'égard desquels, est-ce qu'il y a véritablement de petites infractions? Je pense qu'en prison, il n'y a pas énormément de détenus qui ne devraient pas y être. Quand ne pas payer sa pension alimentaire, vous pensez que ça mérite d'aller en prison? Ceux-là ne sont pas sinon... Il y en a pas beaucoup. Mais la réponse est oui. Si, Franchement, je trouve que c'est vraiment pas bien de ne pas payer ça. Franchement, alors là, tu as un mauvais exemple. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Sauf si c'est la cinquième. Qu'est-ce que vous faites des 20 000 personnes qui sont en détention provisoire, Monsieur Bilger? Parce que ceux-là, ils n'ont pas été condamnés. C'est quand même un problème de savoir qu'il y a sur 20 000 personnes qui sont détenues aujourd'hui dans des prisons françaises, des personnes qui seront peut-être non coupables à la fin du parcours. Qu'est-ce que vous en faites de cela? Vous oubliez un élément important à propos de ce propos. C'est que ça n'est pas le magistrat, ça n'est pas la détention provisoire en elle-même qui est en cause. Le système français permet d'incarcérer provisoirement des gens qui sont en même temps présumés innocents pour des motifs purement techniques. D'accord? On peut discuter notre procédure. Oui, on va discuter parce que 20 000 personnes, c'est beaucoup, qui n'ont pas été condamnées. Oui, mais d'accord. Mais qu'est-ce que... Et parfois, c'est une manière de leur... de les punir déjà. Je ne crois pas la détention provisoire, le nombre de détenus provisoires baisse. Et ça gentiment, il baisse, c'est vrai. Maître, c'est dans la loi. Oui. C'est dans la loi, cette contradiction. L'encellulement individuel est également dans la loi. Oui, non, mais sur la détention provisoire, la contradiction entre la présomption... Mais Monsieur Bilger, comment vous... Le but de la prison, donc, c'est de mettre en prison pendant une période. Ils vont sortir. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez à ce chiffre de 59% de taux de récidive? Ça me paraît beaucoup, je vous l'accorde. Est-ce que la prison est donc efficace? Mais je ne pense pas que la prison, contrairement à ce qu'on dit souvent, est la cause de la récidive. Je pense que la plupart du temps, les êtres qui arrivent en prison souvent ont déjà fait des petits brouillons et que lorsqu'ils sont incarcérés en prison, eh bien... J'attacherai beaucoup d'importance, et là je vous rejoins, moins à la prison elle-même qu'à la passerelle entre la sortie de prison et la réadaptation à une vie libre et honnête, si vous voulez. Mais la prison, pour moi, n'est pas la cause de la récidive. Malheureusement... C'est-à-dire que déjà, ce que vous voulez dire, ils sont un peu perdus. Perdus pour la société, c'est ce que vous voulez dire. Et puis quand ils sortent de prison, eh bien, ils choisissent un certain nombre. La délinquance et la criminalité comme le moyen le plus facile et le plus confortable de s'intégrer dans une société où ils ne veulent pas travailler. Mais je vais vous poser une question philosophique. Vous croyez à la réinsertion? Bien sûr. Vous y croyez vraiment? Pour certains, pour beaucoup. Ou vous pensez que les gens sont perdus au fond tout de suite et qu'ils n'ont aucune possibilité de changer? Je crois que beaucoup, en effet, sont réinsérables, mais je pense qu'il y a une petite partie de l'humanité coupable qui aura du mal mais je pense je ne crois pas que tout le monde puisse se réinsérer. Parce que ça, c'est une vraie question entre guillemets philosophique. J'ai vu que vous souriez là-dessus. Mais effectivement, il y a peut-être des gens qui sont irrécupérables, pardonnez-moi de le dire comme ça. Pas 69 000. Pierre Botton, sur la réinsertion, c'est quand même votre domaine. Oui, c'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est que le temps d'incarcération, donc on est pour la punition, on est pour la punition, et presque parfois même au contraire. C'est-à-dire qu'il est évident que quand vous avez quelqu'un qui consomme du cannabis, on aimerait que quand il est incarcéré, on puisse lui enlever cette addiction. Or, aujourd'hui, malheureusement, l'état de surpopulation dans lequel on est le pousse non pas à être moins consommateur de cannabis, mais à être plus consommateur de cannabis, parce que bien sûr le cannabis rentre, parce qu'il va rencontrer un dealer, parce qu'il va rentrer dans un processus. Alors, je rejoins M. Bilger, il faut une grande force morale. Je ne suis pas tout à fait d'accord, M. Bilger, parce que, et je vous parlais de mon cas personnel. Moi, en prison, j'ai très mal supporté la prison. Et je respecte beaucoup les magistrats que vous représentez, parce que c'est grâce à des magistrats que je me suis sorti. Des magistrats à qui j'ai pu tout dire, qui ont pu me cadrer, à qui j'ai pu dire les tentations qu'il pouvait y avoir à l'extérieur, compte tenu de l'attitude que j'avais eue à l'intérieur de la prison. Et il faut un suivi tellement important. Un cadre doit être fixé tellement important. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai mis 3 ans et demi à me sevrer des médicaments que j'ai pris en prison. Est-ce que je n'aurais pas pu suivre auparavant une thérapie en prison? Et M. Bilger, quelque chose qui va vous toucher, gagner 3 ans et demi de vie saine
avec mes enfants, puisque je considère, contrairement à beaucoup d'autres, que moi, je méritais d'aller en prison et que j'ai bousillé ma vie auparavant. Donc c'est ça que je cherche. Pour tout un ensemble de petits délinquants, je pense que si on les aide à l'intérieur de la prison, lorsque nous sommes... Et là, les Français ont tort. Ils ont vraiment tort de ne pas s'y intéresser. Parce que c'est ces mêmes délinquants qui vont vous casser la vitre de votre bagnole, qui vont vous ennuyer en bas de votre immeuble, qui vont ainsi de suite. Donc si on s'en occupe, on va diminuer ça. Et croyez-moi, ça coûtera moins cher de s'en occuper lorsqu'ils sont en prison, correctement, plutôt que de réparer leurs dégâts et d'encombrer les tribunaux avec des peines. Et là, je rejoins 10, 15, 20 fois, ils reviennent. Et à un moment, la seule solution qu'il y a, évidemment, c'est de les incarcérer. D'ailleurs, généralement, pas pour très longtemps. Vous êtes resté combien de temps en prison ? 602 jours. Et j'ai fait 7 maisons d'arrêt, donc je connais très très bien la prison. La grande force, et C'était il y a combien de temps ? 20 ans, 25 ans. Encore une fois, je rends hommage à mon honnêteté, c'est que vous ne parlez que des petites infractions. Oui, voilà. Et donc, évidemment, elles sont sans commune mesure avec celles que j'évoque. Et pour le reste, dans un monde pénitentiaire ou politique idéal, entendons-nous, parce que droite-gauche se désintéresse d'un univers sur lequel, en réalité, on prétend verser des regrets, de la contrition. Dans un monde pénitentiaire idéal, je vous rejoins absolument. Il faudrait suivre chacune de ces personnes qu'elle ait été condamnée pour de petites infractions ou des plus considérable sur tous les plans, mais on ne l'est pas. Et à partir du moment où on est obligé de faire un arbitrage, je suis moins soucieux de ce que vous évoquez que de l'utilité des prisons pour une infinité de destins extrêmement... Sophie Obadia, pour conclure, parce que malheureusement, je vous écouterai des heures. Nous sommes d'accord, la prison doit exister, l'enfermement est une règle sociale, c'est évident, il ne s'agit pas de le contester ici. En revanche, il est évident que ce sont des gens qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin de travailler. Je crois que le travail en prison est une valeur qui devrait revenir. De la même manière, dans la société, d'une manière générale, il faut travailler pour aller bien. Je pense qu'en prison, si on ne travaille pas, on va moins bien. Je pense qu'on a besoin d'un encadrement psychologique, comme le disait Pierre Botton, c'est-à-dire d'être cadré. Et ces moyens-là n'existent pas à l'heure où nous parlons. Et donc là, ils vont réfléchir, la fameuse commission va réfléchir sur de nouvelles prisons, sur des nouvelles façons de vivre en prison. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Des lieux de travail, des lieux de soins, des lieux d'unité de vie familiale, pour non pas casser l'individu, mais pour lui permettre, de réfléchir, de purger au sens élémentaire du terme et de sortir mieux qu'il n'y est entré. Bon, c'était évidemment passionnant de vous écouter. Je le dis souvent chaque matin, c'est trop court. On pourrait approfondir. C'est déjà pas mal. Bien évidemment, il y a un livre blanc qui sort. C'est déjà pas mal pour une cause aussi difficile. Je suis d'accord avec vous. On va terminer très rapidement. C'est déjà demain. Vous avez 10 secondes pour nous dire votre actualité ces prochaines heures. Vous allez aller voir un film de Roman Polanski. Raphaël. Non, j'avoue qu'en plus, je ne suis pas très cinéma. Bon, mais on a toujours notre campagne qui s'appelle Stop Agresseur et qui, justement, parle des différents mécanismes d'agression, de protection et de ce qu'il faudrait faire pour mettre les femmes plus en sécurité. Et ben c'est vous qui aurez le mot de la fin aujourd'hui, puisque nous sommes très en retard. Donc, on va suivre vos actualités respectives. Merci, Maître Bilger. Pas maître. Je ne suis pas avocat, Pascal. Oui, pardon. Même si on en a un Les magistrats, c'est pas maître, pardonnez-moi. Ah non, on dit monsieur le magistrat. Vous étiez monsieur, on disait quoi, monsieur l'avocat général. Vous étiez un avocat général. C'est vous qui bastoniez. J'espère n'avoir pas désappointé Pierre Botton pour qu'un ancien avocat général soit pratiquement d'accord. Vous allez revenir sur ce plateau. Vous allez revenir, Maître Obadia. On vous entend régulièrement. Et Pierre Botton, c'était un plaisir de vous écouter. Merci à Claudie Jacquin qui a monté ce plateau, comme tous les jours. Merci à Stéphanie Chardavoine, à Marine Lançon, à la régie. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec tous les gens avec qui nous travaillons à iTélé. L'info se poursuit sur iTélé.